Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 10 février, un Sun Business spécial dirigeant d'association. Ce matin, je reçois Frédéric Ploquin. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Clément. Vous êtes un des 5 associés de Fidaco, Fiduciaire Audit Conseil, qui est une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes implantée à Angers. Une activité qui s'exerce principalement auprès des PME, PMI ou groupes régionaux et nationaux. Vous intervenez bien entendu sur les champs de l'expertise comptable et du conseil, de l'audit, du juridique, en passant également par le social. Votre cabinet est membre d'Audecia, 3e groupement national de cabinets indépendants. Enfin, vous avez participé à la rédaction de l'ouvrage, je le montre pour ceux qui nous regardent sur le web, Le Guide des associations, aux éditions Revue Fiduciaire, 10e édition datant de 2013, un support de plus de 1000 pages qui s'adresse notamment aux dirigeants des associations, ceux à qui nous avons souhaité consacrer cette émission. Alors très simplement, peut-être pour commencer, rappeler la différence, Frédéric, entre une association et une société. Est-ce qu'une association peut réaliser des bénéfices qu'on appelle des excédents? Absolument, une association peut réaliser des excédents. Fondamentalement, la différence entre une association et une société, c'est que les fondateurs auront voulu, dans une société, répartir et conserver une partie des bénéfices. Dans une association, les excédents ne sont pas répartis, donc ils sont laissés à l'œuvre. Voilà, donc c'est une différence essentielle. La première étape pour quelqu'un qui souhaite créer une association, c'est de se faire enregistrer auprès de la préfecture? Absolument, enregistrement à la préfecture en y déposant les premiers statuts, les statuts fondateurs. À propos de ces statuts, justement, la première chose à faire également, c'est la rédaction de ces statuts pour déjà définir l'objet, la motivation de créer une association. Absolument. Et assez souvent, dans les associations, au moment de leur création et de leur fondation, souvent les fondateurs font en quelque sorte des copier-coller de statuts déjà préexistants. Alors c'est le danger, car il faut vraiment adapter ces premiers statuts à l'organisation voulue par ces fondateurs. Donc bien adapter ces premiers statuts avec l'organisation réelle voulue en termes de conseil d'administration, de bureau et de lien avec les bénévoles. On reviendra bien entendu sur, je dirais, la qualité de l'écosystème et de la gouvernance, évidemment, de l'organigramme d'une association. Est-ce qu'il faut un nombre d'adhérents minimum pour créer une association? Est-ce que seul, je peux créer une association? Vous ne pouvez pas seul créer cette association. La loi 1901 cite 2 personnes au minimum pour créer une association. Donc elle ne peut être créée qu'avec 2 personnes, qui sera donc un président et un trésorier. Ce sont les 2 fonctions vitales et obligatoires au sein d'une association. Est-ce qu'une personne morale, une autre association ou même une entreprise peut être adhérente d'une association? Absolument. Un élu, par exemple, d'un conseil municipal, peut-il faire partie, une question intéressante, d'une association subventionnée par la collectivité à laquelle il appartient? Alors, question très précise, oui, un élu ès-qualité représentant une collectivité territoriale, une mairie ou un conseil général, peut être membre de droit de l'association. Cependant, l'élu devra être très prudent lorsque des subventions seront votées à l'endroit de l'association, et donc l'élu devra s'effacer et ne pas prendre part au vote au sein de la collectivité, du conseil municipal ou du conseil départemental. À quoi ça ressemble un organigramme idéal? On parlait de gouvernance tout à l'heure, d'une association, je dirais un indicateur d'une vie associative qui est saine. Alors, fondamentalement, l'organe souverain dans une association, c'est l'Assemblée générale, auquel sont évidemment invités tous les membres de l'association, donc les membres bienfaiteurs, les membres actifs, les membres associés et les membres de droit. Donc l'organe souverain, l'Assemblée générale, a un rôle prépondérant puisqu'il approuve le bilan financier, il approuve le budget prévisionnel et puis il approuve également les orientations d'activité. Donc une Assemblée générale se tient en général une fois par an, l'Assemblée annuelle. Ensuite, est nommé un conseil d'administration avec donc un président
qui a la responsabilité de représenter l'association en justice et à l'extérieur, auprès des tiers. Un vice-président qui le remplace en cas d'empêchement de ce président. Un trésorier, comme je le citais tout à l'heure, qui est obligatoire, qui a l'obligation, qui a la charge de enregistrer les recettes, les dépenses, préparer le bilan, préparer le budget prévisionnel, et ensuite le présenter en assemblée générale. Là, ça veut dire concrètement que dans beaucoup d'associations, d'ailleurs de taille moyenne ou plus petite, le conseil d'administration et le bureau sont confondus? Très souvent dans les petites associations, un conseil d'administration se confond avec le bureau. Dans des associations un peu plus conséquentes, le bureau donc est nommément élu, avec donc le président, le trésorier, le secrétaire, des vices, et puis quelques personnalités complémentaires qui ont un rôle important au sein de l'association. Est-ce qu'on peut concilier la fonction de président ou de membre du CA et le statut de salarié personnel de l'association ? Oui, mais il y a des conditions de rémunération qui sont assez strictes en la matière. Donc voilà. Comme je le disais en introduction, il y a une gestion désintéressée dans l'association, donc l'aspect rémunération est très encadré. À propos de ces rémunérations, qui fixe le niveau et l'évolution de ces rémunérations des salariés d'une association ? C'est le président, c'est le CA, c'est les salariés eux-mêmes qui peuvent décider d'une augmentation soudaine Non, la gestion, l'organe de gestion au sein d'une association, c'est le conseil d'administration. Donc il y a les pouvoirs donnés par l'Assemblée générale. Donc le conseil d'administration, je dirais, au quotidien, gère les contrats de travail, gère les dépenses, les budgets donc de masse salariale au quotidien. Alors après, l'Assemblée générale, dans ses statuts primitifs, peut prévoir, je dirais, une adoption à son niveau. Dans le cadre d'une activité économique, c'est possible pour une association. Quelles sont les conséquences pour elle si elle était amenée à proposer des produits ou des services, je dirais, qui seraient considérés comme hors champ par rapport à ces statuts ? Alors, s'ils étaient hors champ, là, il y a une problématique. C'est pour cela que les statuts doivent être très précis et prévoir que l'association pourrait avoir une activité commerciale. Ce n'est pas interdit, elle peut l'avoir, mais les statuts doivent le prévoir. Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois de ce qu'on appelle le paracommercial, si effectivement elles ont une activité économique et qu'elles rentrent, sous une certaine forme de concurrence par rapport à des entreprises qui ont, je dirais, la même activité, mais pour autant sans avoir les mêmes charges et les mêmes devoirs? Le risque principal, c'est que cette association verse dans le champ fiscal. Donc elle pourrait être fiscalisée, donc payer un impôt société, être rentrée dans le champ de la TVA et avoir d'autres impôts commerciaux comme la contribution économique territoriale. Voilà, donc il y a aussi là des critères très précis en termes de seuil à ne pas dépasser pour rester dans le champ hors fiscal. Donc il y a la règle des 60 000 euros. 60 000 euros étant un seuil au-delà duquel l'activité commerciale pourrait être prépondérante et pourrait entraîner une fiscalisation de l'association. Est-ce qu'une association, d'ailleurs comme une entreprise, peut-elle se retrouver, elle aussi, dans un cas de redressement ou de liquidation financière ? Absolument. Il y a une responsabilité fiscale et financière des dirigeants d'association, d'une association. Elle peut être en état de cessation de paiement. Et là, bien le processus, lié à la difficulté des entreprises s'applique aux associations auprès du tribunal de grande instance. Au-delà des cotisations, on se pose souvent la question, quelles sont les ressources de financement d'une association ? Alors, de façon générale... Son modèle économique, comment ça s'organise, quoi ? En France, 50% des ressources sont des ressources publiques. Subventions en provenance de l'État, des administrations et des collectivités territoriales. Les autres 50%, c'est des ressources privées. Alors, on y trouve les cotisations des adhérents. Donc c'est un point important dans les associations. Des dons,
Donc on peut faire un focus sur les dons. Les dons qui sont versés par des particuliers ou par des entreprises. Les dons peuvent procurer un avantage fiscal pour les donateurs. Rapidement, le donateur privé particulier peut déduire de sa feuille d'impôt sur le revenu 66% de son don. Donc s'il verse 100 €, il pourra déduire 66 €. Et l'entreprise pourra déduire de son impôt société 60%. Ça, c'est la loi mécénat, loi Iagon 2003. Ensuite, après les dons, il y a donc le mécénat, vous venez de le citer, Clément, donc le mécénat et le sponsoring. Alors, le mécénat, c'est un versement volontaire, là aussi, du mécène, sans contrepartie ou contrepartie significative. Un mécène va donner en nature, en numéraire, un montant ou du matériel et ne demandera pas une contrepartie, ou alors une contrepartie très minime, très minime, un logo. Voilà. Et le mécène pourra accoler à son nom l'association qu'il a encouragée. Ça, c'est le mécénat. Et ensuite, vous avez le sponsoring. Et là, le sponsoring, c'est un côté commercial. Il y a une convention, un contrat de partenariat entre l'association et le sponsor. Et là, il y a une contrepartie. Donc, ça va être, par exemple, sur une compétition sportive qui est couverte par votre radio ou par une antenne de télévision. Le logo de cette entreprise qui sera à l'endroit des caméras, qui sera très visible. Et donc là, on a vraiment une contrepartie attendue par le sponsor. Ça veut dire que comptablement, pour l'entreprise, c'est assimilé à des dépenses de communication. Absolument. Donc là, on n'est plus dans la philanthropie. Désintéressé, plus ou moins désintéressé. On est désintéressé, tout fait. Donc c'est pour ça que aller vers le sponsoring peut nous entraîner aussi vers la fiscalisation de l'association, donc avec les activités prépondérantes, non lucratives, des activités lucratives. Donc après, techniquement, nous, les experts comptables, là, on peut favoriser dans une association à séparer le champ non lucratif du champ lucratif pour faire demeurer pas de fiscalité sur le champ non lucratif. En 2 mots, puisqu'on arrive au bout déjà, je sais que Fidaco est mécène de certains artistes plasticiens depuis un moment. C'est un engagement et un axe que vous avez... Absolument, sur notre territoire, on accompagne des artistes. Et deuxième volet, nous sommes également fondateurs d'un fonds de dotation, Angevin, Angers Active, qui œuvre aussi sur le territoire. Et voilà. Bon, très bien. Écoutez, on arrive au bout. Je rappelle forcément ce guide des associations, guide très pratique, technique et à la fois extrêmement concret, puisqu'on a des cas, je dirais des cas d'école. Je le remontre. Donc, vous pouvez retrouver cette émission sur lesonunique.com et sur les réseaux sociaux de la radio, bien sûr, des vidéos. La semaine prochaine, je recevrai une des directrices associées de l'agence de communication Alphacom. Il y sera question de corporate, de communication de crise ou encore de relations de presse. Merci beaucoup Frédéric. Merci Clément. À très bientôt, au plaisir. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun.